Alors nous allons interrompre là cet entretien pour passer la parole à Viviane Campomard, qui va chroniquer Le Collège de Buchy de Jérémy Lefebvre aux éditions Lunatique. C'est ça, et c'est effectivement, nous sommes dans la journée des expériences particulières, et là, Jérémy Lefebvre nous entraîne dans une expérience intense de harcèlement au collège, le collège de Buchy, qui existe réellement, mais qui pourrait être évidemment n'importe quel collège. Alors, je précise tout de suite qu'il s'agit d'un roman. Il y a une véritable construction romanesque de fiction, une très belle construction, d'ailleurs avec une fin que je ne raconterai surtout pas, mais qui est très intéressante. Et le narrateur raconte à la première personne son passé de souffre-douleur. Il a été harcelé dès qu'il a mis les pieds dans sa 6e. Alors c'est vraiment saisissant dès le début et tellement juste qu'on peut imaginer qu'il y a un fond autobiographique derrière. Il le dit pas carrément. Non, pas du tout. C'est le personnage qui parle. C'est à la première personne. Mais après, chacun est libre d'interpréter comme il le souhaite. D'accord. Et on va comprendre quand même qu'il y a quelque chose de particulier. C'est un style presque jubilatoire qui tord le nez au code habituel du récit autobiographique, justement. Alors, je vous en lis un extrait relativement au début, qui est aussi en 4e de couverture. Le quart de ramassage ramassait chaque matin des enfants et des adolescents de tout le canton de Buchy et les déshumanisait. Il avalait ces enfants, qui étaient peut-être encore quelques minutes plus tôt des êtres humains pourvus d'âme, il les digérait dans sa carlingue au siège couleur de vomi et il les transformait en bêtes féroces. Alors tout à l'heure, on parlait de contes de fées, mais finalement, c'est un petit peu un conte. Alors un conte très très noir, et c'est un petit peu les codes du conte, c'est-à-dire qu'il y a la proie, le narrateur qui est un petit peu le petit chaperon rouge avec sa grand-mère, on verra. Et c'est le narrateur qui continue à penser comme un enfant de 6e et de 5e, donc qui raconte, mais qui reste dans ce cerveau jeune. Et les autres, les prédateurs, des enfants normaux, et donc capables de devenir des monstres pour mieux souder leur groupe et en exclure l'élu. Et l'élu, c'est justement l'enfant narrateur, souffre-douleur, qui est un petit garçon sage qui vit seul avec sa grand-mère, on saura pourquoi plus loin. Cette grand-mère est douce, naïve et particulièrement portée sur la religion. Sa croyance est presque superstitieuse et l'enfant ne peut pas remettre en cause ses préceptes. Et bien entendu, elle n'est pas capable d'entendre la souffrance de son petit-fils. À un moment, elle comprend, elle se rend compte que quelque chose ne va pas, mais pour elle, tout se résout par une prière. Donc je lis un autre extrait qui nous montre comment le petit garçon adhère un peu à la pensée de sa grand-mère. Dans la nuit hurlante des couloirs du collège de Buchy, je me frayais un chemin entre les coups et les injures en essayant de penser très fort à quelque chose de suffisamment puissant pour m'arracher au présent, mais c'était impossible. Lorsque mon cartable de 15 kilos voltigeait et finissait par se vider intégralement sous les pieds des collégiens, cognant et vociférant, j'étais trop occupée à ramasser mes stylos en me faisant écraser les mains pour penser à quoi que ce soit. Il fallait que je me concentre pour voir devant moi à travers les larmes et pour continuer de fredonner intérieurement « Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. » Alors évidemment, il y a un humour très très noir de second degré qui sous-tend tout ce qui pourrait passer pour un simple témoignage. Très vite, comme vous l'avez compris à travers ces extraits, nous baignons dans l'outrance, dans la démesure absolue. D'une certaine manière, l'enfant harcelé se complaît dans son état et rumine une vengeance de pensée magique. Du coup, dans ce roman, tout le monde en prend un peu pour son grade et ça nous donne à réfléchir. L'innocente grand-mère, comme les collégiens grossiers, stupides, et tout autant les professeurs qui ne voient rien, ne comprennent rien. Donc j'en lis un dernier extrait. De temps en temps, la prof de PS aurait pu rappeler à ses chiens enragés les valeurs officielles du sport. La fraternité, la loyauté, la solidarité. Je saute. J'espère qu'aujourd'hui elle agonise, que la morphine ne fait plus aucun effet et que personne ne vient la voir à l'hôpital. D'accord. Donc le ton est vraiment donné, c'est-à-dire que
nous sommes dans le cerveau excessif d'un enfant qui est resté enfant et qui est poussé jusqu'à la folie, ce qui nous donne vraiment à réfléchir. Hein. L'enfant ne sait plus, l'enfant auteur, narrateur plutôt, ne sait plus où sont les frontières entre le réel et sa vie imaginaire. Même adulte, il n'a plus de repères. Alors l'écriture est vraiment ciselée, sans concession, très efficace et nous donne vraiment à réfléchir. Et je pense que il me semble que ça pourrait servir aussi d'outil pédagogique pour des collégiens qui devraient lire ce texte, mais ensuite avoir un débat avec un adulte qui leur explique ce qu'est la dérision, ce qu'est l'humour noir, parce que c'est pas si évident à savoir. Je présume que les enseignants du collège ont lu le livre. Est-ce que tu connais leur réaction? Le collège de Buchy, mais le collège de Buchy n'a pas du tout apprécié, ce qui est extrêmement surprenant, parce que un indice nous montre que les faits remontent à 30 ans auparavant, donc ce ne sont plus eux qui sont concernés, et ils devraient au contraire apprécier, inviter l'auteur et faire des débats autour de ce livre. Donc leur réaction est vraiment surprenante et complètement idiote, elle n'a aucun sens. Voilà, donc à lire vraiment pour tout public, absolument tout public. Eh bien, merci Viviane. À une prochaine fois.